Autour de la table, François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier. Bonjour Stéphane. Directeur associé Initiative et Finance, la société d'investissement. Nicolas Van Bremerch. Salut Nicolas. Salut. Fondateur de Spintank et président de Renaissance Numérique. Et Flavien Neuvy. Salut Flavien, Bonjour. économiste. Directeur de CTLM, de l'Observatoire CTLM, c'est ça? Ouais. Oui. Oui, CTLM. Pas de CTLM. C'est la suite de ta... L'Observatoire CTLM, c'est déjà bien. C'est la suite de ta carrière, à moins que tu deviennes gouverneur de la Banque Centrale Européenne. C'est un choix qui va s'offrir à toi dans quelques années, donc on verra ça. Ouais, les paradoxes de l'emploi, j'avais envie de démarrer avec ça, les amis. Je n'ai pas eu le temps d'en parler la semaine dernière, mais personne n'arrive vraiment à se réjouir des bons chiffres de l'emploi. Je vais vous dire en fait ce qui m'a fait réagir, réfléchir. C'est, alors j'en parle assez souvent parce que c'est la radio que j'écoute le matin, j'écoute notamment François Langlais sur RTL, et je me dis RTL, c'est intéressant quoi. RTL, c'est alors première ou deuxième radio de France en fonction des classements, et donc je me dis quand François Langlais parle de l'emploi sur une radio aussi importante le matin, il doit quand même d'une certaine manière essayer de dire que c'est une bonne nouvelle, et il n'y est pas arrivé. Et donc, il met en avant, alors Flavien, je crois qu'on en a même déjà parlé ensemble, ce que mettent en avant les économistes, c'est-à-dire face à cette hausse continue de l'emploi, il y a une baisse de la productivité, hausse spectaculaire, pour le coup spectaculaire, mais liée évidemment à la période Covid, des arrêts de travail, hausse de l'apprentissage, et les apprentis sont moins productifs que les salariés. Il y avait une troisième cause aussi sur cette création d'emplois sans croissance. Ah oui, les entreprises zombies. Ça, c'est quelque chose dont l'Institut Sapiens, Erwan Tison, m'avait parlé le premier, effectivement. Si tu considères qu'il y a un stock de dizaines de milliers d'entreprises zombies qui ne vivent que sous perfusion de PGE, il y a un certain nombre de salariés qui sont beaucoup moins productifs que ce qu'ils devraient être et qui, à un moment ou à un autre, quand même, vont être libérés sur le marché de l'emploi. Et tout ça, ça faisait une espèce de cloche de morosité sur quand même un taux d'activité en France jamais vu depuis 1975. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon cher Flavien, et toutes mes amitiés évidemment à François Langlais, que je respecte et j'admire énormément. Moi, je dis que c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'effectivement, en ce qui concerne l'emploi, il y a quand même la théorie économique. Pendant très longtemps, on avait une corrélation qui était très claire entre le niveau d'activité et le taux de chômage. Pour le dire simplement, à partir de tel niveau de croissance, en fonction des pays, des spécificités de chaque pays, on savait qu'on allait faire baisser le chômage. Alors en France, on est passé au début des années 60-70, il fallait 3-4% de croissance pour faire baisser le chômage. On est passé après à 2%, puis finalement à 1,5%. Théorie économique, la loi d'Okun par exemple. Et puis là, tout le monde est surpris, c'est-à-dire qu'on a une croissance qui est quasi nulle et on continue à créer des emplois dans le secteur privé de façon tout à fait considérable. Et c'est vrai que tout le monde s'interroge. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive là? C'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas quand même bouder son plaisir. C'est quand même une bonne nouvelle. Le dire, et on le voit d'ailleurs dans les préoccupations des Français. Le chômage est devenu une préoccupation très secondaire par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à plein de sujets. Et donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, la situation sur le plan de l'emploi va beaucoup mieux. Il y a les raisons que tu as évoquées à l'instant pour expliquer finalement ce phénomène sont vraies. Je pense que c'est multifactoriel. Ce qui est passionnant au fond et ce que cela montre, c'est qu'en réalité, la science économique n'est pas une science figée. C'est-à-dire que ce qui est vrai à un moment donné, ce qui est explicable à un moment donné, ne l'est plus après parce que les économies changent, les gens changent tout simplement, les entreprises changent et qu'aujourd'hui, on a certainement besoin de moins de croissance pour créer des emplois. Alors effectivement, sur le marché français, quand on regarde par exemple le nombre d'alternants, on les a doublés en très peu de temps. Donc effectivement, ce sont des personnes des jeunes personnes qui sont en emploi, mais évidemment beaucoup moins productifs. Bien sûr, évidemment. Donc c'est une partie d'explication, ça explique pas tout. Alors je crois que la DARES l'avait estimé à 20% de l'explication de la perte de productivité, mais ça explique pas tout. Je pense aussi que le Covid a durablement changé le rapport au travail. Ça, on en mesurera les conséquences à long terme. C'est pas tout de suite, mais on le voit dans les entreprises et même dans le secteur public. On voit bien qu'il y a un rapport au travail qui a changé. Le travail, c'est pas toute sa vie. Les gens ont d'autres priorités. Ils aménagent leur temps de travail. Le télétravail aussi. Très clairement, le télétravail change la donne. Et donc, comme on est un petit peu moins productif, et ça, c'est une tendance qui ne s'est pas manifestée sur 1 ou 2 trimestres, mais on voit que depuis 2019, on a quand même une baisse assez significative de la productivité. On a besoin de plus de monde pour faire le même travail. La vraie question, au fond, c'est à moyen, long terme, quelles sont les conséquences sur le niveau de vie, puisque on sait très bien que quand la productivité baisse, à la fin, ce sont les salaires réels qui sont impactés. Donc, on créera moins de richesse, certainement un petit peu moins. Oui, mais tu as plus de monde au travail. Oui, absolument.
Et c'est un vrai sujet. Eh ben... et on se retrouve aujourd'hui avec cette situation incroyable qui est qu'avec 7% de chômeurs, on a des... là, on attaque le socle. Là. Oui, mais le problème, c'est que le socle, on devrait l'attaquer à 4% de chômeurs. On est d'accord. Donc on a un sujet autour de 3-4% de chômeurs qui finalement... On est dans une situation où, globalement, et se situe l'Allemagne ou les États-Unis, c'est-à-dire des vraies tensions sur le marché de l'emploi avec des entreprises qui cherchent à recruter et qui ne trouvent pas, comme si on était à 3 ou 4% de chômage, ce qui n'est malgré tout pas le cas. Nicolas, François-Xavier. Oui, moi je voudrais revenir sur cette logique de productivité, parce que c'est vrai que c'est paradoxal de voir cette hausse de l'emploi avec un pays. Une baisse de productivité ? Oui, on vient quand même d'un point haut de productivité quand même. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on est historiquement un pays qui est très productif, pas forcément pour des bonnes raisons. Et notamment, il me semble que ce sont ces mauvaises raisons qui sont un peu corrigées par la politique actuelle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait des productivités très élevées, notamment par le fait qu'on avait un chômage assez élevé sur les bas salaires. Et donc, tu avais un effet mixte qui faisait qu'on était plus productif que nos voisins. Et cette partie-là, il me semble que les politiques qui ont été menées et qui, pour le coup, sont à mettre au crédit du gouvernement, sur les politiques de l'offre, sur l'apprentissage notamment, sur des politiques de... Oui, il faut que tu ajoutes que tu ne faisais pas rentrer sur le marché du travail avant 25 ans. Oui. Et que tu sortais à 55, 56, 57. Donc, effectivement, tu gardais une super productivité. Tu as une très bonne productivité. Mais tu foutais tout le monde dehors. Mais artificielle, on est d'accord. Avec un taux de chômage élevé. Et il me semble que c'est sur ce côté un peu artificiel de la productivité, en travaillant plutôt sur des... Alors, il y a eu toute une série de politiques qui ont été mises en place, y compris l'allègement de charges sur les bas salaires. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, et la baisse des impôts de production. Enfin, il me semble qu'on a quand même commencé à corriger un certain nombre de défauts du système français, que ça commence à se voir, et c'est tant mieux, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises au carré sur l'emploi. Et donc, je ne suis pas très inquiet par le fait qu'une productivité élevée soit plus basse. Moi, ce qui me semble aussi sur le fait que les gens ne se soient pas encore complètement réjouis de ces résultats, je ne suis pas certain que tout le monde les considère comme étant gravés dans le marbre, et que les gens en tout cas, le gouvernement ne se méfie pas un peu des 6 ou 12 prochains mois. Je pense que ne pas crier victoire trop tôt, c'est aussi une forme de prudence par rapport à l'horizon. Non, alors en fait, les chiffres de l'emploi, ils sont tombés au matin du drame d'Annecy. Il y a ça aussi. Donc c'est ça qui a complètement paralysé, évidemment, la communication gouvernementale. Mais sur les chiffres précédents, ils se réjouissaient. Hein. Écoute, oui, ils se réjouissent. Mais ils sont les seuls à se réjouir. Moi, je ne lis que... Vas-y, Nicolas. Je ne lis que, encore une fois, ce que je vous ai résumé à travers mon cher François Langlais. Oui, je pense qu'il n'y a que des paradoxes. C'est-à-dire que Renaissance, enfin Emmanuel Macron et son parti sont en mode nous sommes en route vers le plein emploi, dans un récit très très volontaire, un peu wishful thinker, un peu voilà. Et tout autour, tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On n'arrive pas complètement à l'expliquer pleinement. Et du coup, il y a beaucoup de scepticisme, quoi. Et on rappelle que le taux d'activité reste quand même plus faible au global. Plus fort depuis 1975. Non, mais c'est le plus fort pour la France depuis 1975. Mais au global, on reste assez faible. Donc, parce qu'on avait un rattrapage énorme. Ça reste pas très bon, 7%. Il reste le taux de chômage est assez faible, puis on reste des seniors qui bossent encore pas beaucoup, on a des jeunes qui arrivent tard, enfin tout ça n'est pas encore résolu. Tout ça est en mouvement. Et tout ça est en mouvement, et le taux de chômage à l'intérieur il est faible, mais on a encore des marges de manœuvre un peu larges à traiter. Et donc il y a un peu un mystère. Moi je le vis dans ma PME, où nous notre chiffre d'affaires par équivalent temps plein sur 100 personnes environ, on était 95, on est à peu près stable depuis le Covid. L'année 2020, il a fait badaboum, parce qu'on n'a pas été occupé pendant 3 mois. Et depuis, on n'a toujours pas rattrapé le montant de productivité par personne de 2019. C'est-à-dire qu'on a du mal à le remonter. Et moi-même, avec ma petite PME, j'ai du mal à m'expliquer complètement. Oui, mais Nicolas, là, faire attention à un biais possible, c'est-à-dire... moi, j'ai que des bacs plus 5, je sais, en plus. Non, mais est-ce que c'est moins de travail moins de travail efficace de la part de tes équipes, ou est-ce que c'est une concurrence qui t'a amené à baisser tes prix, et c'est en termes de chiffre d'affaires que tu ne retrouves pas, oui, bien sûr, que tu pensais faire, mais peut-être qu'ils produisent plus. Il y a plein de petits éléments de productivité, ça. Et je pense qu'il y a plein d'explications micro très complexes, avec une économie qui s'est un peu éclatée, qui n'a pas retrouvé ses stabilisateurs à des endroits où le tissu économique de ce pays, qui est fait de 25 000 PME qui tiennent un peu costaudes, qui tiennent le truc, a perdu ses repères. 250 000 quand même. 25 000, tu dis, non, au moins 250 000 qui tiennent le truc. Oui, 250 000, 25 000 de plus de 50 personnes. Quoi.
voilà, mais a perdu beaucoup de repères, quoi. Donc, et n'est pas tellement aidé par la science économique qui lui dit, voilà, est prise dans des tensions énormes. Voilà, je dis rien. J'aime beaucoup les économistes. Je connais la phrase. Voilà. La science économique a été inventée pour redonner un peu de crédibilité aux astrologues. Donc, voilà. Mais on est très démunis, je trouve, face à ça. Et effectivement, avec surtout une incertitude de projection vers le futur. On voit que les choses s'améliorent du point de vue de l'emploi. En même temps, il y a des tensions monstrueuses. C'est-à-dire que tout le monde est dans la tension entre tu vas essayer la d'aller croissance, chercher partout, toi, l'augmentation des des salariés. salaires, la difficulté de recrutement, et ça crée une tension absolument énorme. On se réjouit tous pour l'avenir général, pour l'impact général sur l'emploi, mais la réalité opérationnelle est quand même super dure pour toutes les boîtes, pour les salariés comme pour les employeurs. Hein. Elle est complexe, elle est en tension, etc. Et du coup, personne ne se réjouit, quoi. Personne ne peut se réjouir pour l'instant. On n'a pas une super bonne nouvelle, ça. Et surtout, personne n'a envie de se réjouir avec Emmanuel Macron, puisque personne ne le soutient dans ce mouvement-là. C'est peut-être ça le nœud du truc. Mais je reste sidéré que personne ne se réjouisse. Et je suis désolé, François-Xavier, mais alors tiens, on peut en parler avec la Banque Centrale Européenne, puisque il y a une nouvelle réunion importante cette semaine, que l'inflation semble décélérer, oui, c'est ça. Décélérer. Décélérer. On avait compris. C'est un week-end de football qui parfois te perturbe un petit peu dans le vocabulaire. C'est lundi, c'est pas de problème. Mais enfin, les tensions de recrutement sont telles sur l'ensemble des secteurs que moi j'attends de la voir, la remontée du chômage, très franchement, j'attends de la voir. Et si la Banque Centrale Européenne attend effectivement comme critère pour assouplir un peu sa politique monétaire une remontée du chômage sur la zone euro, elle risque d'attendre là aussi un bon moment quand même. Et là, on a un petit piège peut-être. Oui, alors on verra quelles seront les décisions. Il y a la Fed aux États-Unis cette semaine, donc c'est une grosse semaine banque centrale. Oui, mais restons sur notre banque centrale, parce qu'on sent bien que c'est un peu décorrélé. Autant sur la BCE, il n'y a pas trop d'incertitude, c'est-à-dire qu'on attend un relèvement des taux cette semaine, et puis certainement le mois prochain, 2 fois 25 points de base. En tout cas, c'est ce qui a été dit, ou ce qui a été transmis au marché, on va dire comme ça, comme message, donc il n'y a pas beaucoup de surprises. On voit quand même que les tensions inflationnistes sont en train de se réduire fortement. Ce qu'il faut regarder, évidemment, sont plutôt les indicateurs avancés, parce que quand on regarde notamment les prix alimentaires, on a un indicateur plutôt retardé, évidemment. Donc c'est pas très pertinent pour savoir ce qui peut se passer au cours des prochains mois. On voit globalement que les prix à la production sont en train de baisser, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Chine. On voit qu'on a un ralentissement économique, la zone euro qui aujourd'hui fait une croissance nulle dans le meilleur des cas. On voit bien qu'on a une demande qui est en train de faiblir, donc tout ça montre qu'effectivement on est plutôt sur la phase de ralentissement, on n'est pas en déflation mais en désinflation, et que ça va redonner un petit peu de marge de manœuvre à la BCE qui n'aura pas le... Moi, je lisais qu'elle attendait des signes sur l'emploi. Oui, mais ça, je ne suis pas sûr qu'elle les ait tout de suite. Alors, non, elle ne les aura pas, c'est bien ça qui m'inquiète. Oui, il y a quand même certains secteurs sur lesquels on peut s'attendre à avoir un impact sur l'emploi. On peut parler du secteur de la construction, par exemple, où là, très clairement, les chefs d'entreprise dans le secteur de la construction du bâtiment tirent la sonnette d'alarme en disant, pour l'instant, on n'a pas encore de défaillance majeure, mais ça va arriver si ça continue comme ça. C'est pour ça qu'il y avait réclamé un plan de soutien au logement, à la construction en France, qui n'est pas venu. On aura des secteurs qui vont souffrir plus que d'autres, très clairement. Est-ce qu'au global, ça va faire monter significativement le chômage? J'en suis pas sûr. Je pense que... Moi, j'attends de voir les patrons du BTP licenciés. Ils ont un tel mal à recruter. Ouais, mais là ça devient très dur, Stéphane. Franchement, quand tu regardes les mises en chantier, franchement... cyclique, quoi. Ah ouais, mais là c'est très, très compliqué. Et les perspectives à un an sont pas bonnes du tout. Moi, je pense qu'on verra plus vite les éléments sur l'inflation que sur l'emploi. Oui, mais si la BCE attend des éléments sur l'emploi, elle va la provoquer profonde, la récession, avant d'avoir des éléments tangibles sur l'emploi. Pas les éléments sur l'emploi, parce que mon hypothèse, c'est que les éléments sur l'inflation arriveront plus vite. On a quand même des effets de base qui sont très forts par rapport à 2022. Il y a eu plusieurs phases de l'inflation, containers, énergie et alimentaire. Et donc là, vraiment, tout s'est déjà inversé ou est en train de s'inverser, notamment la partie alimentaire, qui était vraiment le dernier facteur qui a continué ou alimenté la hausse des prix au premier semestre. Je m'attends à avoir un reflux assez rapide. Et donc, je pense que la question des taux se posera beaucoup plus tôt que prévu. Qu'on ne le pense pour la Banque centrale. C'est le patron de Panzani ce week-end ou de Barry, là, je ne sais plus, qui a dit qu'il baissait les prix des pâtes, là. J'ai pas vu ça. Une grosse marque. Je pense que ce n'est que le début. Enfin, on verra. En fait, déjà, plus exactement, ça va être un bon test pour la concurrence. On verra. Les marges ont été assez largement augmentées à la faveur de la hausse des prix, et donc la question est de savoir si elles vont rebaisser. Et ça va être donc une mesure de la concurrence et de l'efficacité du marché.
Ça va être intéressant. La main invisible. main invisible. La main invisible. Nicolas, un mot là-dessus, parce que je veux dire aussi quelques mots sur le RSA, parce que là, visiblement, ça va être l'affaire des semaines qui viennent, attaquer le socle. Donc, je vous rappelle les chiffres, 15% des allocataires du RSA le sont depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est Cour des comptes 2019, le rapport de 2019 de la Cour des comptes. 36% de ces allocataires le sont depuis plus de 5 ans, et on monte à 61% quand même des allocataires qui le sont depuis plus de 2 ans. C'est la nouvelle séquence qui vient. Nicolas, je ne sais pas comment est-ce que tu vois ça. Spécialiste là-dessus. Pas du tout spécialiste. Et en tant que citoyen, l'idée, parce que ça va se jouer beaucoup là-dessus quand même, l'idée de cette fameuse activité plus ou moins obligatoire, on sent bien que le gouvernement hésite là-dessus. Moi, j'aime bien la ligne de Gilles Berset, qui est que globalement, il faut que tous collectivement, on se mette à travailler plus. Et il y a un moment, il va falloir attaquer les allocataires du RSA qui sont un peu dans les marges et qui les remettre en activité. C'est 2 millions de personnes. La question, c'est un peu par quoi tu commences. Et toi, si tu as un marché et trouver le bon moment, et est-ce que c'est quand est-ce que ça intervient au bon moment pour accompagner ça? Voilà. Il y a aussi une autre statistique sur le RSA, c'est le taux de non-recours, qui est quand même aussi assez 30%. faible. Les grosses difficultés d'accès, voilà. Et donc, s'ils arrivent à mener ça bien, mais un meilleur accès, parce qu'au RSA, c'est très compliqué de toucher son RSA pour plein de gens. Donc, si tu as un meilleur accès, et puis en même temps, on remet vraiment en route vers l'activité, l'objectif est louable. Politiquement, c'est une réforme super touchy, parce qu'effectivement, tu peux augmenter le nombre d'allocataires de 30% si tu réduis significativement le taux de non-recours. Et surtout, dans France Travail, ils vont tous aller s'inscrire à l'équivalent de Pôle emploi. Ce ne sera pas Pôle emploi, mais ce sera France Travail. Tu te retrouves du jour au lendemain avec 2 millions de chômeurs en plus. Enfin, pas 2 millions, parce qu'il y en a une bonne moitié qui sont inscrits à Pôle emploi, mais 1 million de chômeurs en plus. Ils ne sont pas tous chômeurs, mais... non, c'est pour ça, sur les 2 millions d'allocataires, tu en as 1 million qui ne sont pas en recherche active, qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Ça ne changera rien. Là, il va falloir faire preuve d'un tout petit peu de pédagogie dans les chiffres. C'est pour ça, moi, je le dis depuis 15 ans, les seuls chiffres qu'il faut regarder, c'est les chiffres de l'INSEE. Ça ne va rien changer aux chiffres de l'INSEE, qui mesurent la réalité du chômage, quels que soient les organismes qui calculent ce chômage. En revanche, ça va changer les chiffres de Pôle emploi. Oui, sur le RSA ex-RMI, il faut le rappeler. Pourquoi je dis ça? Parce que dans RMI, il y avait revenu minimum d'insertion. C'est-à-dire que l'idée, c'était effectivement d'être dans une transition avec l'objectif d'être inséré sur le marché du travail. On voit que ce volet-là, il n'a pas bien fonctionné. Donc, évidemment, le point qu'on évoquait tout à l'heure, sur 7% de chômeurs, etc., même s'ils ne sont pas tous comptabilisés dans le taux de chômage... sur les 7%, si, ils y sont. Oui. Ils y sont, Flavien. Ça, c'est le 7... Non, mais il faut être super précis là-dessus. C'est le chiffre INSEE. Oui, ils ne sont pas à Pôle emploi, ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi, ils sont dans les chiffres de l'INSEE, ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si on veut retrouver effectivement qu'on ait moins de tension sur le marché du travail, il faut absolument qu'on ait de nouveau ces personnes qui soient en recherche active d'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un piège, il y a 2 pièges à éviter. Le premier piège, c'est de dire c'est tous des feignants, et pour ça le gouvernement qui dit on va s'en occuper auprès de l'opinion publique, je pense que c'est assez porteur, parce que l'image que peut avoir l'opinion publique, c'est des gens qui ne cherchent pas, ils profitent du système, ils profitent de telle aide, etc. Voilà, donc c'est plutôt porteur de le dire, de le présenter comme ça en disant on va s'occuper d'eux. En réalité, là je parle en connaissant... Tant qu'élu local. Oui, pour la plupart, ce sont des gens qui sont très 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 éloignés de l'emploi. Exactement. Quand on les voit arriver dans les chantiers d'insertion, quand on les voit arriver le matin, je ne dis même pas arriver à l'heure, on se dit super, une première victoire, ils viennent. Donc ce sont des gens qui sont... Leur employabilité à l'instant T, pour beaucoup d'entre eux, elle est quasi nulle. Donc il faut prendre un travail d'accompagnement, c'est vraiment du travail individuel. C'est un travail colossal en fait. Et donc il faut sortir un peu des facilités de langage, il n'y a qu'à Faucon, on va faire ceci, on va les sanctionner, etc. Parce que ce ne sont pas des gens qui roulent au volant de berline allemande et qui profitent du système tel qu'on peut l'entendre quelquefois dans les débats sur les réseaux sociaux, etc. Par contre, c'est un vrai sujet, parce que ce sont des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui survivent en quelque sorte. Alors ils survivent, le système de solidarité fonctionne, mais malgré tout, aujourd'hui, l'insertion ne fonctionne pas et c'est très compliqué. Je ne sais pas si la réforme France Travail va permettre d'améliorer les choses, étant entendu qu'en plus, on va mettre sous tutelle les missions locales qui font un travail remarquable sous la tutelle de Pôle emploi. Ça, c'est un sujet qui énerve beaucoup les élus locaux, parce que les missions locales avaient une spécificité, elles s'occupaient des jeunes avec un accompagnement très personnalisé. Et malheureusement, j'ai l'impression que le France Travail va changer un peu ça. Parce que moi, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, expliqué, Thibaut Guilluy, il vient régulièrement sur Bismarck d'ailleurs, avec Arnaud Ardouin. Donc Thibaut Guilluy, c'est le haut commissaire au travail qui est en charge de toute cette architecture France Travail. C'est que justement, on tenait compte des erreurs commises au moment de la création de Pôle emploi, et donc de la fusion de la NPE et de l'UNEDIC,
qui en fait n'avaient absolument rien à voir. Il n'y a pas de fusion, il y a vraiment une mise en commun de moyens, et pas de mise sous tutelle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent comme une mise sous tutelle. Absolument. Ouais. Bon, on verra ça. Le jeune qui cherche du boulot, qui est un peu éloigné, qui a des difficultés, il faudra d'abord qu'il passe effectivement chez Pôle emploi avant de venir à la mission locale, où là, il y a des gens qui sont formés juste pour ça, sur une mission sur les jeunes. Donc, voilà. Bon. François-Xavier, beau sujet, intéressant, intense, mais je suis un peu comme Flavien, j'ai peur. Le sujet est absolument passionnant et il va se retrouver caricaturé sur bande de feignants, bougez-vous. Et tu gardes quand même un sujet systémique qui est l'incitation à la reprise d'emploi, malgré tout. C'est-à-dire que tu as un système qui est peu incitatif à la reprise d'emploi, puisque tu perds beaucoup de ce que quand tu reprends un emploi en venant du RSA, tu as un effet d'abattement de perte d'avantages du RSA lui-même, et qui est un peu compensé par la prime pour l'activité, mais le taux d'imposition, entre guillemets, apparent, quand tu reprends un emploi, reste très élevé. Et donc l'optimum pour un agent économique qui raisonne purement... c'est pas toujours de reprendre un emploi, même si on nous dit que ça a été complètement corrigé avec la prime d'activité. Ça, complètement. Pas complètement. Son optimum économique, c'est de reprendre un job au noir et d'avoir du RSA. Et tant qu'on n'aura pas, je pense, vraiment travaillé sur cette... Ah oui, tu veux dire avec un job au noir. Ah oui, d'accord. Job au noir, d'accord. Mais si tu parles des populations dont parlait Flavien, c'est-à-dire ces gars qui sont vraiment totalement éloignés de l'emploi, là, les 600 balles par mois, en fait, tu les dépasses très très vite. Je rejoins tout à fait Flavien sur le fait qu'il y a vraiment plein de gradations. D'ailleurs, c'est ce que tu donnes dans tes stats. Les 15% qui sont effectivement depuis 10 ans au RSA, c'est certainement des gens, et clairement, qui sont très éloignés de l'emploi. Et donc là, il y a absolument besoin d'un accompagnement social. Tu ne pourras pas passer outre. Qu'il soit ou pas corrélé au RSA, ça c'est presque secondaire, en fait. Mais tu as besoin de cet accompagnement. En revanche, tu as tout un espèce de halo. C'est quand même 300 000 personnes, c'est pas rien. Oui, mais tu as un halo de personnes qui sont entre le RSA et l'emploi. Entre le chômage et pas le chômage, qui optimisent, mais c'est pas du tout un reproche. Ils optimisent en agent économique rationnel. Absolument. De l'emploi, pas de l'emploi, du chômage, du RSA, et on a un système qui est ultra complexe, ultra intrusif, qu'on aurait vraiment besoin de travailler en profondeur avec des logiques. Moi, en tout cas, je milite pour la fusion de RSA, prime pour l'activité, impôt sur le revenu, dans une logique de continuum avec une flat tax et un revenu universel, comme tu le sais. Donc c'est le schéma qui est poussé par Génération. Oui, mais on ne va pas rentrer sur le... Non, je te le rappelais juste comme ça, histoire de remettre une pièce dans le cochonnet, mais là, c'est pour... On ne va pas rentrer, on refera une interview tous les deux sur le revenu universel. L'idée, c'est qu'on peut faire beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, à mon humble avis. Allez, on marque une pause et on va parler de la tech.